Bonjour, bonjour à tous, je vous laisse arriver tranquillement. Hop. Aujourd'hui on a plusieurs recettes à réaliser et du coup j'ai déjà mis à foisonner la glace que j'ai préparée hier. Donc vous étiez quelques-unes à déjà trouver le parfum. Donc là c'est une crème glacée à la banane et en fait j'avais des bananes qui étaient extrêmement mûres. Et forcément en fait ces bananes là sont souvent les meilleures pour vos gâteaux, vos préparations ou autres. Donc j'en ai profité pour faire de la crème glacée à la banane. Et quand je vais transvaser ma crème glacée dans mon bac à glace, je vais rajouter encore du nappage géant du Jard. Donc le géant du Jard en fait c'est un petit peu comme du chocolat avec du praliné, c'est extrêmement bon. Faites attention à l'addiction comme toujours je vous le dis. Et du coup c'est vrai que ça fait un super beau mélange et ensuite on va pouvoir justement mettre ça en bac à glace et pour faire des bons banana split. Moi j'adore ça, d'ailleurs je vais vous en préparer un sur la semaine encore parce que ça c'est vraiment quelque chose d'excellent. Moi j'adore la banane. Après c'est sûr que la banane c'est un goût qui est entre guillemets spécial, c'est soit on aime soit on n'aime pas. Bonjour, bonjour tout le monde. Et du coup c'est vrai que c'est quelque chose que moi j'adore. Les enfants elles aiment un petit peu moins, mais au moins je vais me régaler avec mon bac à glace. Et puis grâce à la Borealia en fait on va pouvoir conserver nos glaces plusieurs mois sans qu'on ait ces petits cristaux d'eau qui se mettent dedans. Et ça c'est quand même un réel plaisir parce qu'on n'a pas forcément besoin de consommer la glace rapidement. On peut vraiment la consommer dans le temps et le garder. Le seul inconvénient c'est qu'il vous faut plusieurs bacs à glace parce que c'est vrai que moi j'ai tendance à en faire beaucoup quand j'ai des idées qui me viennent. Et en fait c'est vrai que on a tendance à vouloir en faire plein. Mais il faut des bacs supplémentaires. Bonjour, bonjour Émilie. Je vais aussi vous préparer un sorbet qui m'intrigue un petit peu, mais que je sens que ça va être excellent, puisqu'en fait je fais des eaux aromatisées en été avec la même saveur. Coucou Lauriane. Et c'est une cliente qui justement m'a donné l'idée de cette recette, donc c'est aussi grâce à ça que mon groupe WhatsApp que j'ai avec mes clientes Borealia est génial, puisqu'en fait on se partage les recettes. Et c'est vrai que ça peut aider d'autres personnes à avoir de nouvelles idées ou d'autres saveurs qu'on n'aurait peut-être pas forcément eu l'idée de faire. Donc là en fait ça va être un sorbet citron, menthe et concombre. Donc là en fait on va préparer ensemble le sirop de sucre. Vous allez voir c'est hyper rapide à faire, très économique aussi quand on le fait soi-même. Et ensuite on va rajouter des zestes de citron. Je vais rajouter le jus de citron aussi tout de suite dedans et mes feuilles de menthe à infuser. Et le concombre, je le rajouterai simplement au moment où ma préparation sera froide et que je vais la mettre à turbiner, puisqu'en fait le concombre, si on le met dans quelque chose de chaud, il va cuire et franchement c'est pas l'idéal de mettre ça chaud dedans. Donc du coup c'est vrai que ça va être quelque chose à mon avis de très frais. Et justement ma cliente l'avait partagé en fait, l'avait servi au moment comme un petit peu un trou dormant entre deux plats. Et franchement je trouve l'idée assez sympathique aussi, justement pour rafraîchir un petit peu et faire descendre souvent les entrées qui peuvent être un petit peu lourdes. Oui, ça donne envie, moi je peux te le dire. Donc du coup on va commencer par faire le sirop de sucre, ensuite on fera des chouquettes aussi, puisque en fait les chouquettes, moi les enfants ils adorent ça. Donc pour le goûter c'est quelque chose d'hyper rapide à faire, vous allez voir. Et je vais vous donner quelques petites astuces pour éviter que vos chouquettes ne retombent ou ne soient pas suffisamment cuites au moment de la cuisson. Et en fait celles-ci moi je vais simplement les couper en deux une fois qu'elles auront refroidi. Je vais rajouter de la chantilly dedans et une petite framboise. D'ailleurs mes framboises qui sont sous B-Save depuis samedi. Donc samedi je suis allée faire quelques courses et franchement je vais vous montrer. Mais elles sont encore impeccables et justement on n'a pas ce problème là de se dire en fait mes framboises vont être plus bonnes. En fait elles sont encore bien fermes, elles sont toutes fraîches en fait, comme si on venait de les cueillir directement. Hop. Donc là on va commencer par faire notre sirop de sucre. D'ailleurs je voulais aussi vous le dire, je vais vous le dire plusieurs fois pendant ce live, mais aujourd'hui c'est le dernier jour pour bénéficier du 10 fois sans frais pour Borealia, B-Save et Canofea. Donc vraiment ne passez pas à côté si ça vous fait de l'œil. En plus on commence à être en pleine saison, donc la Borealia là en ce moment elle est livrée sous 4 à 5 jours, donc c'est quand même extrêmement rapide. Plus on va avancer vers la saison estivale comme on dit, plus en fait les délais de livraison vont être rallongés et aussi peut-être les ruptures. Donc si vous avez justement, vous êtes encore en pleine hésitation,
arrêtez d'hésiter, contactez-moi, on s'appelle et du coup en fait on fait ça et le dossier de financement ça prend 5 minutes à faire, il vous faut simplement votre carte d'identité et votre RIB au même nom et ensuite on fait ça ensemble et franchement c'est la bonne opportunité pour vous puisque le 10 fois sans frais ne reviendra certainement pas tout de suite puisqu'il a été mis maintenant en place et souvent ben, c'est que tous les 4-5 mois qu'on a du sans frais donc il faut quand même en bénéficier. Mais les filles ne sont pas là. Alors bizarrement je savais que cette question allait être posée. Alors effectivement chez nous, nous sommes déjà en vacances scolaires. Mais les enfants sont à droite, à gauche parce que le lundi soir elles ont voulu dormir chez mamie parce qu'il y a la cousine qui dort chez mamie. Ce soir j'ai un atelier, mon mari est en déplacement donc elles vont aller chez ma tante et demain j'ai une formation donc elles resteront aussi toute la journée avec ma tante. Mais merci pour elles, je savais que cette question allait être posée, que vous n'allez pas voir les kikous, mais pendant les vacances vous allez quand même les voir. On va essayer de faire un live, je pense vendredi matin parce que jeudi j'ai une journée assez complète. Mais vendredi, je vais espérer de pouvoir faire un live avec elles, si elles le veulent bien, hein, parce que bien évidemment, moi je ne force jamais. Des fois, Louane, elle me dit « Ah non, j'ai pas envie ». Finalement, le jour même, elle a quand même envie, donc moi je ne force pas, donc voilà. Ah bah ça sera en replay pour Aline, ce n'est pas grave. Donc on revient à notre petite recette. Donc là, on va faire un sirop de sucre. Donc là, simple, vous avez franchement pas besoin de beaucoup d'ingrédients. Donc là, j'ai déjà mis mon eau. On va la faire frémir. Donc, si vous faites vos glaces et que vous n'êtes pas encore sûr des différentes températures, en fait, vous pouvez toujours vous aider d'un thermomètre. Moi, c'est vrai que maintenant, en fait, à force d'en faire, j'ai l'habitude, donc je n'ai plus besoin forcément du thermomètre. Mais c'est vrai qu'au début, le thermomètre est quand même bien pratique. Donc là, on va faire chauffer notre eau et simplement, on va rajouter du sucre, du stabilisateur de glace qui va nous permettre de pouvoir conserver notre glace dans le congélateur sans créer de cristaux d'eau. Et du glucose déshydraté qui lui va nous donner l'onctuosité en fait d'une crème glacée ou d'un sorbet. Donc là en fait c'est des ingrédients classiques hein. Donc là maintenant on vend aussi du coup le glucose déshydraté et le stabilisateur de glace. Donc le stabilisateur de glace il est à 14,90 €. Mais vu qu'il nous faut à peu près 3 grammes en moyenne par préparation, ça va vous servir pour une quarantaine de préparations, donc ce qui revient à peu près à 35-37 centimes par glace, donc c'est clairement pas grand chose. Et le glucose déshydraté, en moyenne on en met à peu près 30 grammes par préparation. Et donc on fait à peu près une dizaine de préparations avec un sachet. Et pareil, ça nous revient à 77 centimes, donc les deux réunis, ça fait un peu plus d'1 €. Sachant que l'eau, vous coûte quasiment rien, hein, il vous faut 300 grammes d'eau. Le sucre, c'est pareil, vous faites en fonction aussi des purées de fruits ou de l'arôme que vous allez rajouter. Mais c'est clairement pas grand chose, hein. Et il faut savoir que le programme pour glace, sorbet et granité, quand il dure 40 minutes, ça vous coûte à peine 2 centimes d'électricité. Donc franchement, c'est une glace qui vous revient à moins de 2 € en fait, votre bac à glace, et vous allez vraiment pouvoir justement faire les saveurs que vous voulez, qu'on trouve certainement pas dans le commerce non plus, hein. Là je suis pas sûre que concombre, citron et menthe vous allez trouver dans le commerce. Et vous allez justement aussi pouvoir doser la quantité de sucre, alors sachant que bien évidemment il faut un minimum de sucre hein, parce que sinon ça ne foisonne pas. D'ailleurs, si vous faites des granités, c'est pareil, n'utilisez pas de sirop sans sucre ou de choses comme ça, puisqu'en fait, c'est le sucre qui va faire le mélange avec l'eau. Si vous mettez que de l'eau et quelque chose sans sucre, ça va vous faire un bloc de glace, hein, bien évidemment. Hein, donc, mais c'est vrai qu'on finalement, on arrive à maîtriser les aliments et les ingrédients que l'on met dedans, et aussi leur quantité, donc ça c'est quand même juste génial. Hein. Pour les glaces, vous pouvez bien évidemment faire des glaces aussi avec des laits végétaux, ou des laits d'amande, des laits de soja, vraiment ce que vous voulez en fonction aussi des intolérances que vous pouvez avoir. Hein. Donc ça, c'est quand même un réel plus que l'on ne trouve pas dans le commerce, et quand bien même vous les trouvez dans le commerce, ces glaces-là coûtent hyper cher hein, puisque c'est des produits qui sont entre guillemets rares et un petit peu exclusifs. Donc c'est vrai que c'est des produits qui finalement en fait vous allez faire vous-même et qui vous reviennent beaucoup moins cher, et vous prenez aussi beaucoup de plaisir à le faire hein, parce que moi, je ne suis pas forcément de base une consommatrice de glace ou de produits comme ça frais. Mais finalement, en fait, depuis qu'on a la Boréalia, on n'a jamais mangé autant de glace. Et le fait de pouvoir mettre les ingrédients que l'on veut dedans, ça c'est quand même un réel avantage. Il me faut un fouet. Je ne vais pas préparer tout ce qu'il faut. Hop.
Donc là on fait frémir notre eau, hein. Donc là c'est vraiment, c'est ce qui va simplifier en fait la dissolution de nos poudres. Donc là vraiment on va mettre les 3 poudres d'un coup. Faites juste attention à la conservation de votre glucose déshydraté, hein, puisqu'en fait s'il est en contact d'humidité, en fait il va se durcir en fait, hein, c'est le principe du glucose déshydraté. Donc laissez-le bien à un endroit sec, à l'abri de la lumière, et c'est aussi pour ça que moi j'ai rajouté encore une petite pince sur mon sachet. Mais vous pouvez aussi le transvaser dans un pot hermétique, hein, ça va aussi très bien. Donc là, on va rajouter nos poudres à partir du moment où ça commence légèrement à frémir. On mélange tout ça et en fait notre sirop de sucre, il est quasiment déjà fait, hein. On va simplement un petit peu le monter en température pour vraiment tout dissoudre, hein. Et ensuite on va rajouter, donc là maintenant je vais rajouter des zestes de citron directement dedans. Je vais rajouter 50 g de jus de citron et ensuite le concombre je le rajouterai uniquement quand mon mélange sera refroidi. Si vous faites des sorbets, pareil, avec des purées de fruits déjà toutes faites que vous achetez sur la boutique en ligne, par exemple, mettez toujours vos purées de fruits au moment où le mélange est refroidi, puisqu'en fait, si vous le mettez quand c'est chaud, ça va entre guillemets cuire votre préparation et du coup, ça peut altérer aussi le goût, ça va vous effacer un petit peu le goût que vous pouvez avoir. Donc, c'est quand même un petit peu dommage. Hop, on mélange tout ça. Je vais monter un petit peu mon feu. Voilà. Dites-moi d'ailleurs en commentaire hein, si vous avez déjà peut-être la Borealia et ce que vous avez fait dedans hein, déjà en version justement glacée ou peut-être tout ce qui est fromage frais. Je pense que cette semaine aussi je vais refaire du tartare en fait parce que ça c'est aussi quelque chose qu'on consomme beaucoup à la maison mais qui finalement en fait est quand même bien meilleur quand il est fait maison, surtout qu'on peut vraiment l'aromatiser avec ce qu'on veut. Je laisserai mon skier dans ma Borealia. Et bien ça c'est l'avantage de la Borealia, c'est qu'elle a aussi un mode conservation qui vous permet de laisser vos préparations dans la Borealia sans vous presser de devoir le mettre au frigo. Hop. Donc là j'ai ma banane qui a déjà quasi fini de foisonner. Je vais la mettre en mode pause. Donc là en fait je vais la transvaser dans le bac à glace juste après. On va juste finir le sorbet là ensemble. Hop, donc là vous voyez on a un mélange qui est homogène, hein, qui du coup les poudres sont bien dissoutes. Hop, je mets ça de côté et là je vais simplement prendre un citron, je vais zester. Alors je vais utiliser le zesteur 4 en 1. Ça va bien, merci. Et toi, avec ce beau soleil, on ne peut que aller bien, j'ai envie de dire, hein. Donc là, je vais utiliser le zesteur 4 en 1. Donc celui-ci, il est vraiment pratique, hein, parce que vous allez pouvoir faire des zestes longs, les zestes plus larges, un petit peu comme les orangettes. Vous avez un zesteur classique. Et ici, vous avez aussi une petite pointe qui vous permet d'ouvrir un petit peu vos oranges ou vos citrons si vous souhaitez justement enlever simplement la peau. Donc là, je vais utiliser le zesteur qui fait des zestes relativement longs. Alors, je vais essayer de vous montrer ça. Donc en fait je le prends simplement et là je vais zester comme ça. Hop. Alors attendez, on va éviter que ça tombe de partout. Mais voilà, hop. Regardez, ça vous donne des zestes qui sont longs comme ça. Et ça c'est super bien aussi quand vous voulez faire maintenant des décorations sur par exemple des tartelettes au citron ou ce genre de choses. Je trouve que ça donne tout de suite un effet un peu plus joli. Hop. Là je ne vais pas les faire trop longs hein, parce qu'en fait quand après on va former les boules de glace, on ne veut pas avoir non plus un long zeste de citron. Mais du coup ça permet d'avoir des petits morceaux dedans et un peu plus gros quand même que des petits zestes classiques hein. Oh oui c'est magique. Non les kikous ne sont pas là. Je l'ai dit déjà tout à l'heure, tu es déjà la deuxième à me faire la réflexion. Alors en plus de ça il y en a une qui est à gym, donc Louane elle est à la gym quoi qu'il arrive. Et Louise elle est chez mamie. D'ailleurs c'est étonnant qu'elle ne me regarde pas, en tout cas pas encore. Parce que souvent, elle commente les lives quand elle ne peut pas les voir. Donc, hop, voilà. Donc là, j'ai zesté mon citron. Bien évidemment, je vais le garder hein, pour extraire le jus. Donc, prenez d'abord les zestes et ensuite pressez-le. Hein, parce qu'en fait, une fois qu'il est pressé, vous n'arriverez plus à récupérer les zestes. Hop. Et donc là, je vais simplement peser par contre ma quantité de jus de citron que je vais mettre dedans. Où est-ce que j'ai mis ma balance? Elle est là. Non mais décidément, je cherche mes affaires. Allez, hop. Donc là, l'avantage de la balance, hein, c'est que vu qu'elle est en inox, en fait, on va pouvoir directement poser la casserole, même si elle est chaude, en fait. Donc ça, il n'y a aucun problème avec ça. Et ça, c'est quand même juste pratique hein, quand on veut faire, par exemple, ce genre de choses, hein, qu'on en a besoin en même temps qu'on a une préparation chaude. Ça nous évite d'utiliser encore un autre bol.
Donc là, je coupe simplement mon citron en deux et là, je vais utiliser le presse-agrumes. Donc celui-ci, il est pareil, il est juste génial, hein. Vous allez avoir en fait les pépins qui vont rester à l'intérieur. Vous avez la pulpe qui va venir un tout petit peu avec, mais vraiment la pulpe qui est fine. Et du coup, en fait, on a simplement à mettre notre citron, nos oranges ou ce qu'on a envie de presser à l'envers. Et ensuite, on appuie dessus pour extraire le jus. Hop. Donc là, vous voyez. Et après, je vais vous montrer comment est-ce qu'il est. Donc là, hop. Vous voyez, il est vraiment écrasé et après on peut encore, pour vraiment extraire l'entièreté du jus, le remettre à l'endroit et represser encore une fois. Il y a toujours un petit peu de jus qui se prélève, oh, qui se prélève encore un petit peu et du coup là on a vraiment quelque chose qui est hyper bien pressé et on n'en perd pas une seule goutte, hein. Donc là j'ai déjà à peu près 20 grammes. Je vais quand même en rajouter un demi encore. Comme ça, parce qu'il faut quand même qu'on ait ce côté acide en fait un petit peu du citron qui sera du coup adouci par le concombre à la fin au final, hein. Hop. Là je vais rajouter un demi-citron, l'autre demi-citron je le laisserai pour une autre préparation ou pour des mojitos par exemple. D'ailleurs mon mari il est en déplacement mais ça ne va pas m'empêcher de faire des mojitos pour moi, hein. Donc ça c'est aussi l'avantage de la Borealia, hein, c'est que souvent je vous le montre, hein, quand on fait des mojitos finalement, moi j'ai très rarement des glaçons au congélateur et de la glace pilée encore moins. Donc du coup ce qui est quand même avantageux avec la Borealia c'est que finalement on se prépare un granité pour nos mojitos. Et ça c'est quand même juste génial puisque en même pas 40 minutes on a notre granité qui est prêt et qui nous permet justement d'avoir quelque chose de très frais. Et moi je rajoute aussi du sirop dedans parce que j'aime bien ça. Je préfère le goût aromatisé, hein. Quand je vais au restaurant, je demande un mojito, mais toujours avec du sirop de grenadine ou de fraise. Parce que j'aime bien ce côté encore plus sucré. Le presse-agrumes me tente. Eh ben, franchement, prends-le. Surtout que là maintenant, c'est vrai qu'avec les cocktails et tout ce qu'on commence à faire un petit peu plus en version estivale, eh ben, franchement, il est juste génial, hein. Voilà. Donc là, j'ai mon jus de citron, j'ai mes zestes de citron. Et je vais simplement rajouter directement mes feuilles de menthe, comme ça va bien infuser. Vaut mieux les rajouter quand c'est chaud, hein, comme ça infuse quand même mieux. Hop, on va nettoyer ce bazar parce que autant les kikous sont pas là, mais j'ai quand même fait de la cochonnerie aujourd'hui, hein. Hop, mes petites feuilles de menthe. Voilà, donc là on va en prélever quelques-unes, hein. À peu près une dizaine, c'est en fonction finalement de la taille de vos feuilles aussi. Et si vous aimez ou pas le goût prononcé de la menthe, hein, puisque en fait ça c'est vraiment propre à chacun. Mais c'est vrai que quand c'est chaud comme ça infuse beaucoup mieux. Tu nous feras un mojito en live. Alors je vais bien t'en faire un en live, mais en général je fais mes lives le matin. Et franchement le matin je suis quand même pas prête à boire un mojito dès 9 h du matin. Donc je pourrais à la rigueur le faire en vidéo, comme ça vous verrez les différentes étapes. Mais après, le matin, je vais pas faire de live mojito, hein. Sinon, la journée risque d'être longue pour moi, ou alors je vais m'endormir et je vais faire une sieste, hein. Après, un mojito, finalement, c'est chacun faire aussi en fonction de ses goûts, hein. Moi, je le fais d'une certaine manière, mais finalement, c'est peut-être pas la même manière que tout le monde. Donc, ça, c'est aussi au niveau des quantités d'alcool et tout ça, hein. Hop, voilà. Donc là, je mets simplement mes feuilles de menthe à infuser. Je les enlèverai au moment du foisonnement, hein, puisqu'en fait, je ne veux pas avoir non plus ces gros morceaux de feuilles de menthe. Donc là, hop, on a quelque chose de très frais. Déjà, ça sent très très bon. Je vais le filmer. Hop. Donc là, bien évidemment, j'utilise mon dérouleur de film. Donc ça, c'est juste génial. Donc là, on prélève simplement la quantité qu'on a besoin. On appuie sur le couvercle pour couper le film. Et ensuite, on a simplement à reclipper pour pouvoir le ranger de nouveau dans le placard. Pour les sorbets, vous n'êtes pas obligé de filmer au contact puisqu'en fait, il n'y a pas de matière grasse dedans. C'est vraiment que pour les crèmes glacées qui vont justement faire une pellicule de gras au-dessus. Et pour éviter que ça croûte, il faut filmer au contact. Mais après, le sorbet, c'est absolument pas nécessaire. Donc là, je vais le mettre au réfrigérateur tout à l'heure et on va le laisser redescendre à peu près à 15 degrés. Il ne faut pas que ce soit au-dessus de 15 degrés puisque sinon, ça ne va pas foisonner, hein, bien évidemment. Vous ne pouvez pas mettre quelque chose de chaud
à foisonner puisque la machine ne va pas réussir à refroidir suffisamment votre préparation. Mais vous le laissez à peu près 3-4 heures au réfrigérateur et après vous pouvez directement la foisonner. Hop. Si vous n'êtes pas disponible le jour même pour faire le foisonnement, c'est absolument pas un problème. Hein. Moi hier j'ai fait ma préparation pour justement la crème glacée à la banane et je l'ai que foisonné ce matin. Ça c'est, il n'y a aucun problème de ce côté-là en fait. Hein. Vous pouvez conserver vos préparations jusqu'à 48 heures au réfrigérateur. Donc ça c'est quand même aussi génial si vous voulez vous avancer dans vos préparations et les faire foisonner que plus tard. Hein. Hop, voilà. Allez, on va enlever tout ça. Et maintenant, je vais du coup transvaser ma crème glacée à la banane directement dans mon pot à glace. Donc là, j'avais 4 bananes bien mûres, donc c'est un petit peu trop. Je m'en doutais quand j'ai rempli la cuve qu'à mon avis ça allait toucher mon couvercle, mais ça c'est pas grave. On le met à laver et puis après ça sera de nouveau nickel. Donc là, on va récupérer notre cuve. Hop. J'en ai déjà plein les doigts et ça va me permettre de la goûter. Alors cette odeur de banane, moi j'adore ça. Ça me rappelle mon enfance à l'époque. Ma mère elle faisait aussi de la crème glacée à la banane et c'est un de mes goûts préférés. Et là en fait, le fait de le faire maison, on a vraiment ce goût on va dire lacté et aussi en même temps de banane qui est juste excellent. Donc là je vais prélever ma crème glacée. Je vais la mettre du coup dans un bac. Donc ça c'est un des deux nouveaux coloris que vous avez. Hein. Vous avez le coloris lavande et le coloris rose. Sympa comme petit déjeuner. Oui, je suis d'accord avec toi Laetitia. On se fera ça à la convention si vous voulez. On se fait une matinée mojito. Donc là, je vais, vu que ma cuve est déjà bien remplie, je vais déjà commencer par la renverser un petit peu comme ça. Et ensuite, j'enlèverai directement ma tripale pour mieux pouvoir remplir mon bac. Hop, mais en fait vous avez déjà cette texture qui est juste parfaite. Donc là, si vous souhaitez faire de belles boules, effectivement en fait il va simplement falloir la laisser quelques heures au congélateur pour pouvoir ensuite bien former vos boules. Là vous pouvez la consommer de suite, il n'y a aucun problème, c'est juste que vous n'allez pas pouvoir faire de très très belles boules. Mais ça c'est pas un problème. Là je vais rajouter du coup du nappage et à la fin je viendrai mélanger le tout comme ça en fait. Quand je ferai mes boules, en fait, ça me fera vraiment cet effet un petit peu marbré que l'on a de la crème glacée. Et puis moi, j'adore en fait tout ce qui est sucre et tout ça, donc j'adore rajouter ce genre de choses. Hop, donc là, je récupère ma tripale et là, je verse simplement dans mon bac. Voilà. Donc là, l'avantage aussi de la Borealia, hein, c'est qu'avec la tripale, qui du coup a été conçue également avec Philippe Faure, je vous laisserai aller voir sur internet en fait j'en ai mis à côté. Qui est Philippe Faure, donc en fait c'est un maître artisan glacier qui a déjà gagné de nombreux concours aussi de desserts glacés. Et franchement, cette tripale, il a comparé par rapport à d'autres machines que l'on peut trouver dans le commerce en tant que grand public. Et franchement, il a dit que la tripale n'est vraiment pas comparable justement avec d'autres produits que l'on peut trouver. Hein, puisqu'en fait, la tripale, c'est unique chez Guy de Marle. Et ça va vous permettre d'avoir un foisonnement beaucoup plus important. Donc le foisonnement, c'est lorsqu'on incorpore de l'air dans votre crème glacée. Et c'est ce qui vous donne cette onctuosité et ce crémeux. Donc plus vous avez entre guillemets de pâle, plus vous allez justement avoir quelque chose d'onctueux et de crémeux que vous ne trouvez nulle part ailleurs. Donc ça c'est quand même juste génial et qui est du coup accessible justement aux privés. Puisqu'en fait, normalement, c'est uniquement les professionnels qui ont ce genre de machine professionnelle. Et là, avec la Borealia, vous allez justement pouvoir vous transformer en professionnel avec une simple turbine à glace et yaourtière. Hop, voilà. Donc là, j'ai quasiment l'équivalent d'un bac. Le bac fait 1,2 litre de contenance. Donc, c'est finalement l'équivalence d'un bac à glace que vous trouvez dans le commerce. Hein. Parfois, quand on voit la cuve, elle nous paraît un peu petite, mais c'est vrai que c'est l'équivalent d'une cuve classique. Hein. Hop, on va rajouter le topping. Donc là, c'est à votre goût. Hein. Vous n'êtes pas obligé, bien évidemment, d'en rajouter. Moi, j'adore ça, donc j'en rajoute. On mélange grossièrement. Faut pas trop mélanger parce que sinon, ça va vous faire quelque chose au chocolat.
et c'est pas forcément le résultat que l'on souhaite. Hop, voilà. On mélange comme si on mélangeait un petit peu un marbré. Et après, bah, au moment de servir, en fait, on va avoir des boules qui vont vraiment être justement comme ça bicolores, ce qui est super joli. Hop, voilà. J'ai hâte d'être l'heure du goûter. Moi, je vous le dis. Hop, je vais juste aller laver après mon bac. Vous voyez, hop, on a l'équivalent d'un bac à glace qui est quasiment plein. Et là, l'avantage aussi de ces bacs-là, c'est qu'ils ont une double paroi. Donc, en fait, même si vous avez quelque chose de glacé à côté, en fait, ça ne va pas être en contact. Et vous allez justement pouvoir les conserver comme il faut, en fait, sans que ça vous fasse un bloc. Donc là, je pose simplement mon couvercle dessus. Je vais mettre ça au congélateur. Je vais aller me laver les mains parce que je suis un vrai petit cochon aujourd'hui. Et du coup, non, je vais déjà aller me laver les mains tout de suite. Voilà, et donc là, ça part au congélateur. Donc là, en fait, je vais le laisser jusqu'à cet après-midi pour pouvoir faire de très belles boules. Et sinon, on peut directement le conserver comme ça, hein, puisqu'en fait, justement, vous n'avez pas besoin d'attendre plus longtemps pour consommer votre glace. Hein. Quand elle sort de la Borealia, elle est prête à être dégustée. Je vais mettre ça au congélateur. Hop. Voilà. Hop, on range ça. Alors, t'as pas vu le début de la glace? Eh bien, Émilie, c'est pas grave, il y a le replay qui est disponible. Tu peux me connaître le glucose déshydraté? Oui. Sandra, tu veux combien de glucose déshydraté? Est-ce que tu en veux un ou plusieurs? D'ailleurs, je valide une commande ce soir, donc si jamais vous êtes dans les parages et que vous souhaitez encore commander quelque chose, n'hésitez pas à m'en faire part, comme ça je le rajouterai sur les commandes. Hein. Voilà. Hop. Et maintenant, on va passer du coup à la recette des chouquettes. Donc là, c'est pareil, hein, c'est une préparation de base de pâte à choux. Et ensuite, finalement, vous allez soit pouvoir les laisser nature, donc avec rien dedans, soit vous pouvez les faire en version avec du... ça y est, j'ai un trou de mémoire. Pas du pralin, mais un craquelin par-dessus. Donc là, ça va vous permettre d'avoir vraiment des choux qui resteront uniformes au moment de la cuisson. Après, ça reste aussi la même base si vous souhaitez faire des éclairs ou alors des profiteroles hein, à remplir avec justement une crème à la vanille. Donc ça, je pense en faire aussi cette semaine. Et justement, en fait, là, je vais simplement faire la pâte à choux avec vous en même temps. Et une fois refroidissement, en fait, je vais les couper en deux. Je vais simplement rajouter de la crème chantilly et une petite framboise. Et ça vous fait tout de suite un dessert avec un effet waouh parce que finalement, c'est pas grand chose, mais c'est quand même super beau à présenter. Et vous allez voir que la pâte à choux, finalement, on en a souvent peur, mais c'est quand même quelque chose de super simple à réaliser. Quand on a les bonnes astuces et les bons produits, en fait, il n'y a aucun problème. On y réussit à chaque fois. Donc là, en fait, ce qu'on va utiliser comme moule, c'est un moule de la gamme R. Donc là, c'est, vous voyez, c'est un filet, en fait, on voit à travers. Donc ça, c'est les moules où vous allez pouvoir aussi faire tout ce qui est brioche, pâte à pain, toutes les pâtes levées finalement, pâte feuilletée, pâte brisée. Et justement tout ce qui est pâte à choux. Donc l'avantage de ces empreintes-là par rapport aux autres moules Aura, c'est que ceux-là en fait vont vraiment avoir une cuisson uniforme au moment de la diffusion de la chaleur, puisqu'en fait ils sont micro-perforés, donc ils vont à la fois cuire au-dessus, mais également vraiment tout autour du moule, contrairement aux moules qui sont pleins de chez Aura. Donc là vraiment vous allez avoir des choux qui vont être réguliers, qui vont être parfaitement cuits, tout comme pour le pain ou les brioches ou ce genre de choses. Hein. Donc ça c'est juste génial. On met bien la pâte à choux faite une fois pas top. Je n'ai jamais refait. Eh ben, tu vas voir que tu vas les refaire. J'en ai fait vendredi en atelier et j'ai déjà 2 de mes clientes qui étaient là lors de l'atelier qui en ont refait et qui m'ont envoyé les photos de leur réalisation. Et franchement, elles étaient aussi très contentes du résultat qu'elles ont obtenu puisqu'en fait, ils étaient vraiment parfaits. Donc ça, c'est quand même juste génial. Il ne faut jamais rester sur un échec. Hein. Moi, au début, quand j'ai commencé des recettes, je me suis dit, mais jamais je serais capable de faire ce genre de recettes.
Et finalement, quand on voit comment c'est fait et aussi quand on voit finalement, quand on a un petit peu toutes les astuces et les bons produits aussi, hein, je le répète, mais c'est vrai que si on a les bons produits, ben forcément ça va aussi mieux. Et ben vous allez voir que vous allez réussir et vous allez vous-même vous épater des produits et des choses que vous allez faire. Donc pour commencer la recette des chouquettes, il va nous falloir de l'eau, du lait, du beurre, un petit peu de sucre, un petit peu de sel et en fait on va faire frémir tout ça sur feu doux. Donc si vous voulez faire un peu plus rapidement, vous pouvez le faire plus rapidement en mettant plus fort le feu. Mais après, au moment où on va incorporer la farine, par contre il faudra baisser le feu parce que sinon ça va vous faire colorer la préparation et c'est pas ce qu'on recherche. Il me faut une poignée. Hop. Voilà, donc là, je vais commencer par faire chauffer ce mélange-là. Je vous mettrai de toute façon la recette, hein, ne vous inquiétez pas. Du coup, chouquette plus banana split, tu vas nous faire des profiteroles banana split. Et ben franchement, ça c'est pas une mauvaise idée, tu vois. En plus, cette semaine, on est en challenge Borealia, donc j'ai envie de te dire, et ben ça c'est une recette originale qui finalement peut-être pourra m'aider à gagner les petits cadeaux que Guy Demar nous met en challenge. Merci Lauriane pour cette idée. Si je gagne le cadeau, je partagerai avec toi. T'inquiète pas. Hop. Donc là, on laisse fondre doucement. Et donc là, en fait, on va simplement attendre que notre beurre fonde et que le mélange commence à frémir. Et ensuite, on rajoutera en une seule fois notre farine et on va former une boule. Ensuite, il faudra finalement assécher cette boule. Donc en fait, je vais vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on va vouloir avoir la pâte. Et justement, c'est des petites astuces qui finalement vont vous permettre d'avoir des chouquettes ou des éclairs parfaitement gonflés et qui ne retombent pas aussi après la cuisson. Voilà. Je vais baisser le feu parce que j'étais un petit peu enthousiaste en mettant assez fort. Les bons produits essentiels que j'utilise, les levures de marle. Ah oui, bah, c'est vrai que les levures, les essayer, souvent ce qu'on dit c'est les adopter parce que c'est vrai qu'elles sont vraiment extra ces levures. Elles n'ont pas ce goût prononcé de levure que l'on a et du coup elles sont très très digestes, hein, donc ça c'est quand même juste génial aussi. Voilà. Donc là, mon mélange il a fondu, donc là il est chaud, hein, il commence à buller doucement. Donc là je baisse mon feu. Je vais rajouter la farine en une seule fois. Hop, et là, je vais mélanger pour former une boule. Donc là, ne vous inquiétez pas, hein, ça durcit, ça fait rapidement une boule, une pâte comme ça. Hein. Donc là, en fait, il faut simplement continuer à mélanger. Yo, ça va? Arrête de biquer. Hop, voilà. Et donc là, une fois qu'on a finalement une pâte qui se forme, on va enlever le fouet et on va utiliser une spatule. En fait, la spatule va être plus pratique pour justement nous aider à assécher la pâte. Donc là j'utilise la grande Maryse, hein, qui celle-ci elle est nouvelle au catalogue, elle est à 12,90 €, mais franchement elle est top parce qu'elle est bien souple à l'avant et elle a le manche qui du coup est aussi entièrement en silicone, donc on va pouvoir la laisser au bord de la casserole sans aucun problème. Et donc là en fait je viens simplement faire des mouvements circulaires, donc en fait je viens écraser ma pâte contre la casserole pour assécher en fait la pâte et qu'elle soit le moins humide possible. Si vous allez laisser trop d'humidité dans votre pâte, en fait, après cuisson, ils vont retomber et du coup, ils vont rester un petit peu ramollos. Ils ne vont pas rester fermes et gonflés comme ils sont censés être. Et donc là, on appuie, on mélange. Donc selon la température de votre feu, ça peut mettre entre 1 à 3 minutes, pas plus, hein, parce qu'après le but, c'est pas non plus de trop la sécher. Mais pour savoir si votre pâte est suffisamment asséchée, en fait, quand vous allez former votre boule, il faut que ça se détache tout seul du fond. Donc là, en fait, c'est encore un tout petit peu trop. Donc je continue à assécher. Ce que je vous conseille, c'est quand même de le faire à feu doux, hein, parce que c'est vrai que ça permet de mieux maîtriser finalement votre préparation, surtout si vous n'en avez pas encore fait ou que vous n'êtes pas encore trop à l'aise. Voilà. Et au fond de ma casserole, en fait, quand le reste du beurre commence à crépiter, en fait, c'est aussi un signe que ma préparation est suffisamment asséchée. Donc là, vous voyez, hop. Donc là, maintenant, ma boule, elle est formée et elle glisse toute seule sur le fond de ma casserole. Donc là, en fait, elle est prête. Je vais couper ma plaque. Hop. Et ce
qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas directement incorporer nos œufs dedans, puisqu'en fait là la préparation est trop chaude. Donc on va mettre notre boule de pâte dans un cul de poule et on va rajouter les œufs ensuite quand ça aura légèrement refroidi. Hein. Donc là, je prends un cul de poule. Avec un support. On va transvaser du coup notre pâte directement dedans. Et pour la refroidir, bah, finalement c'est le même principe que quand on veut assécher notre pâte. Hein. On va simplement mélanger avec la spatule sur les parois. Et l'avantage justement des culs de poule, c'est que puisqu'ils sont en inox, ça conduit aussi bien le chaud que le froid. Donc en fait ça va refroidir relativement rapidement. On n'a pas besoin d'attendre 10 minutes que ça refroidisse. Hein. Hop, on met ça là. Et donc là on vient simplement mélanger et remonter sur les parois, hein, parce qu'en fait le cul de poule est froid, donc on va vraiment rapidement refroidir tout ça. Si vous voulez les faire en version chou salé, c'est exactement la même préparation, hein, puisque en fait la quantité de sel que vous avez et la quantité de sucre n'altère en rien le goût du chou. Hein, c'est vraiment quelque chose qui va être neutre. Hein. Donc là on va pouvoir les garnir aussi avec par exemple du samouraï, du pesto. Et on peut faire justement un craquelin salé à base de parmesan dessus en fait, qui vous donne ce goût un petit peu plus salé justement. Hop. Voilà. Donc là, c'est déjà relativement refroidi. Donc là en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas rajouter les œufs les uns après les autres. Mais par contre on va les mélanger tous ensemble dans un bol et les rajouter au fur et à mesure dans notre pâte. Et jusqu'à ce qu'on obtienne en fait un ruban. Vous allez voir à quoi ça ressemble pour justement savoir quand notre préparation est pleine. Donc selon la taille de vos œufs, si vos œufs sont plus gros, peut-être en fait vous n'allez peut-être pas utiliser l'équivalent des 3 œufs. Il va peut-être vous en rester un tout petit peu. Et finalement même ce tout petit peu, il ne faudrait pas le rajouter dedans puisqu'en fait ça va vous liquéfier la pâte, ce qui est quand même bien dommage. Hein. Ça veut tout louper. Ah ben voilà, tu regarderas en replay Muriel, c'est pas grave. Allez. On va commencer par casser nos œufs du coup. Hop, les autres, je vais les mettre là-dedans. Donc là, on va casser nos 3 œufs, on va les battre directement dedans et ensuite on va les rajouter au fur et à mesure du coup dans notre cul de poule, tout en mélangeant à chaque fois, hein, qu'on ait quelque chose vraiment d'uniforme. Hop, les coquilles, on n'en veut pas. J'ai pas besoin de Louise pour avoir des coquilles dans le bol, hein, vous voyez ça? Hop. En plus, c'est toujours embêtant à attraper ces coquilles, c'est quand même fou. Hein. Ah! Je vais rester là 10 minutes à enlever cette coquille. Ah non, c'est bon. Ouf! Je l'ai attrapé. Voilà. Hop, on va mettre ça dedans. Voilà. Et donc là, je vais simplement venir les battre avec ma petite cuillère magique. Donc là, la petite cuillère magique, hein, pareil, je vous en parle très très souvent, mais c'est vraiment un ustensile qui devrait être dans vos cuisines et dans vos tiroirs finalement, puisque c'est quelque chose qui est hyper pratique. Vous allez pouvoir émulsionner ou faire vos vinaigrettes et tout en un rien de temps, vous voyez, hop, c'est déjà mélangé. L'avantage aussi, c'est que c'est un petit ustensile qui est petit, donc il ne prend pas beaucoup de place. Vous pouvez le mettre là où vous avez vos fourchettes ou vos couverts. Hop, voilà. Là, c'est bon et on va rajouter donc au fur et à mesure nos œufs. Donc là, on va rajouter déjà un petit peu. On va mélanger tout ça. Donc là, en fait, la préparation va se séparer, ce qui est tout à fait normal. Et il va falloir rajouter la suite des œufs uniquement quand on obtient de nouveau l'équivalent d'une boule. Hein. Donc là, ça se sépare. Et une fois que les œufs finalement sont bien incorporés dedans, ça me crée une boule. Et nous, on va rajouter des œufs jusqu'à ce que finalement ma préparation tombe en ruban. De mon fouet. Hein. Voilà. Donc là, je rajoute encore un petit peu les œufs. Donc après, selon comment vous êtes à l'aise, vous pouvez les rajouter en 3 ou 4 fois. Hein. Ça, c'est vraiment vous qui devez gérer. Il n'y a pas de règles spécifiques. C'est juste qu'à la fin, il faut faire attention à ne pas forcément rajouter tout en une seule fois pour justement avoir quelque chose, en fait, d'avoir la texture qu'il vous faut exactement. Hein. Donc là, j'ai déjà mis mon four à préchauffer à 170 degrés.
Et on va les mettre pour à peu près 25 à 30 minutes en fonction de vos fours. Hein. Moi je mets toujours 5 minutes de battement. Et en fait il faudra voir après en fonction de l'avancée. Donc là vous voyez on a encore quelque chose de très très compact. Donc là on va retirer ça du fouet. Je vais rajouter la suite de mes œufs. Et donc là en fait j'ai toujours un petit peu d'œuf, mais je le laisse vraiment pour la fin si vraiment il me le faut. Donc là cette fois-ci j'avais pas des gros œufs, donc si ça se trouve je vais peut-être même devoir en rajouter un petit morceau d'un 4e on va dire. Hein. Libre le matin et l'après-midi. Ah bah ça c'est génial, comme ça tu peux me regarder effectivement le matin en live. Voilà, hop. Donc là, on voit que la texture commence doucement à être plus liquide, hein, mais c'est quand même pas suffisamment liquide que ce qu'il me faudrait, vous voyez. Donc là, on voit qu'elle est plus liquide, mais par contre, elle ne tombe pas encore vraiment comme un ruban, elle est encore un petit peu trop compacte. Donc là, je vais rajouter la fin de mon œuf, en espérant que j'ai pas besoin d'un 4C, un 4e. Mais des fois, finalement, ben, vendredi, quand j'étais en atelier, on n'a pas utilisé tout à fait les 3 œufs. Puisqu'en fait, selon effectivement le poids de vos œufs, en fait, vous n'avez pas quelque chose que vous allez utiliser entièrement. Voilà. Et après, plus vous allez rajouter d'œufs, plus ça va être facile à mélanger aussi. Donc voilà. Là, on va voir. Et non, effectivement, vous voyez, ma préparation ne tombe pas suffisamment. Donc là, je pense qu'il va falloir encore l'équivalent d'un demi-œuf. Donc du coup, je vais encore aller en chercher un. Hop. Parce que si vous allez avoir une pâte qui est trop compacte, en fait, ça va vous donner des choux qui vont pas forcément trop se développer au moment de la cuisson. Et par contre, à l'inverse, si votre pâte est trop liquide, en fait, justement, en fait, vos choux vont retomber après cuisson puisqu'ils seront trop humides. Et donc, vous n'aurez pas quelque chose de ferme qui se tient à la sortie du four. Quand c'est dans le four, vous allez avoir l'impression qu'ils sont beaux et finalement, en sortie de four, c'est là où ils vont retomber. Hop. Donc là, je vais y aller doucement parce que ma préparation est quand même déjà bien. Hop. Et on remélange. Et là, je pense que ma texture est parfaite. On le voit aussi au fouet, hein. Après une fois qu'on a l'habitude, c'est vrai que on le sait aussi un petit peu à quoi ça doit ressembler. Ouais, vous voyez là ça tombe vraiment comme un ruban en fait. On a quelque chose de très lisse. Et donc là on va pouvoir du coup pocher directement nos petites chouquettes dans le moule. Donc là en fait j'ai à peu près la moitié de l'œuf qui est en trop. Mais c'est pas grave, on fera une petite omelette avec ou quelque chose. On ne va surtout pas le jeter, bien évidemment. Hein. Hop, on met ça sur le côté. Et là, je vais récupérer mon moule. Donc là, toujours bien poser, bien évidemment, votre empreinte hein, sur la plaque aluminium perforée. Ça, c'est vraiment important parce que si vous avez un moule de la gamme R, mais que vous le posez sur une plaque pleine, clairement, ça ne sert absolument à rien. Et d'ailleurs, les plaques pleines sont vraiment déconseillées avec les moules Guy de Marle, hein, que ce soit ceux-là ou les classiques. Puisqu'en fait, si vous avez des graisses qui restent sur votre plaque, vous allez vous allez peut-être les faire adhérer au moule et ce qui va vous faire un peu brûler votre moule. Donc, c'est pas l'idéal. Donc là, le moule 20 pains ronds. Donc celui-ci, en fait, on va pouvoir faire les chouquettes ensemble. Si maintenant vous voulez faire en éclair, vous avez du coup le 12 pains allongé qui lui est aussi très pratique pour ça. Hein. Ensuite, on va utiliser bien évidemment une poche à douille pour pouvoir les remplir comme il faut. Donc là, hein, toujours bien utiliser votre support, ce qui vous permettra justement de remplir la poche en ayant les mains libres. Et on va utiliser une douille cannelée. Alors, vous pouvez utiliser une douille lisse, c'est comme vous voulez. Moi, j'aime bien avoir le cannelé parce qu'on a toujours quand même, après cuisson, un petit peu la cannelure qui reste et qui donne un bel effet. Donc là, vous avez aussi toujours l'offre, le support, la poche et le lot de 4 douilles hein, qui est en promotion. Donc vraiment, si vous n'avez pas encore ces produits-là, c'est vraiment le kit essentiel à avoir pour faire le pochage. Hein.
Toujours la même technique, on met la douille à l'intérieur, ensuite on fait pivoter notre douille, on pousse ça à l'intérieur, ce qui va nous permettre de faire comme un bouchon, et ensuite on pose la poche dans le support. On rabat les bords pour avoir une poche qui est bien propre à l'extérieur, et ensuite on vient du coup remplir la poche. Hop, avec directement notre préparation. Donc là c'est vrai que quand on a les mains libres, c'est quand même beaucoup plus facile de travailler que si on doit remplir la poche avec une seule main. Moi personnellement je n'y arrive pas. Donc voilà. Hop. On met ça dedans. De toute façon toute la préparation rentre en une seule fois. Vous n'avez pas besoin de le faire en 2 pochages. Voilà. D'ailleurs quand vous recevez vos poches à douille, je tiens quand même à le signaler. Vous les avez, elles sont quasiment fermées en fait. C'est à vous de couper le bout de la poche en fonction des douilles, parce que en fait si vous achetez des douilles ailleurs en fait vous pouvez les adapter à ces poches là, mais justement c'est à vous de couper en fait le bout pour justement l'adapter en fonction des poches que vous avez. Donc là on vient simplement sortir ma préparation. Donc là je viens rabattre les bords, je viens poser ça à plat. Et là, je viens tirer simplement devant pour ouvrir mon nœud entre guillemets que j'ai fait. Et là, on vient utiliser le racloir pour vraiment pousser la préparation vers l'avant de la poche. Donc ça, c'est ce qui vous permettra de travailler avec une poche qui est bien propre jusqu'à l'arrière de votre poche à douille. Et éviter justement d'en avoir plein les mains quand vous pochez. Ce qui m'arrivait aussi très souvent avant finalement. Une fois qu'on arrive quasiment avec la préparation à l'avant de la douille, on vient simplement prendre notre poche. Donc moi je la tiens toujours couchée comme ça, parce que quand vous avez une préparation qui est liquide, ça vous permet justement de maîtriser le fait que ça coule ou pas. Et donc là on vient pincer à l'arrière et on vient tourner jusqu'à ce que notre poche soit tendue. Donc là on voit bien qu'elle n'est pas tendue. Donc là jusqu'à ce que ce soit tendu, je viens visser. Ensuite ma main gauche, donc si vous êtes droitière, on tient la poche dans la main droite. Si vous êtes gauchère, en fait, c'est l'inverse. Ou alors, si vous êtes plus à l'aise avec la main droite, c'est vraiment vous qui voyez. Mais la main qui ne sert pas à appuyer sur la poche va simplement guider la poche à douille et ne va pas appuyer dessus. Donc c'est vraiment que la main qui tient la poche qui va appuyer et presser derrière. Lisandro regarde et il dit coucou, coucou. Il est trop chou. Et donc là, on vient pocher directement dans notre empreinte. Donc on ne remplit pas, parce qu'en fait, c'est quand même des grosses empreintes. On fait, je vous montrerai après en fait, on fait vraiment une pression dessus. Et au fur et à mesure que ma poche se détend, en fait, je viens redonner un coup de serrage pour que ce soit de nouveau bien lisse et tendu. Hop. Donc là, si vous êtes trop généreux au début, en fait, vous n'allez pas réussir à faire vos 20 choux, ce qui m'était déjà arrivé. Mais ça, c'est vraiment en fonction des fois de la quantité qu'on presse. Des fois, on a l'impression d'être pas assez généreux et finalement, on arrive à la fin, on n'a pas assez de préparation. Hop. Voilà, donc là j'arrive quasiment à la fin de ma poche. Donc ce que je vais faire en fait, c'est que je vais, vous voyez, donc là à force de tourner, de serrer, ça m'a fait un petit nœud entre guillemets. Donc là on vient dévisser tout ça, on vient reposer notre poche bien à plat. Hop. On la met de manière bien lisse, comme ça on n'a pas de plis. Et là en fait on va venir racler de nouveau avec le racloir pour vraiment avoir toute ma préparation qui est sur la paroi finalement de la poche, que l'on ne perde pas une seule miette. Et souvent on a l'impression qu'il n'y a plus rien dans la poche, mais finalement là il me reste 2 chouquettes et normalement je suis censée les finir. Hop, donc là on le voit peut-être pas à travers, mais ma poche ici est complètement propre et justement on n'en laisse pas une miette. Hop, la dernière va être un petit peu plus petite. Ça sera une bébé chouquette. Ah bah non, ça va encore. Donc là, j'ai vraiment enfoncé mon pouce dans la douille pour vraiment ne laisser rien dans la poche. Et donc là, si on le vide, on voit que ici, c'est un tout petit peu sale, mais vraiment tout le reste est entièrement propre. Et ça, c'est quand même juste génial puisqu'on va utiliser l'entièreté de notre préparation. Hop, voilà. Et donc là, soit vous les laissez comme ça, soit vous mettez un craquelin dessus que vous avez emporte-piécé avec un découpoir. Ou alors, là je vais mettre moi des perles de sucre directement dessus. Ça fera un petit peu plus de gourmandise. Mais si vous pouvez les laisser aussi nature et rajouter du sucre glace au moment où les chouquettes sont refroidies. Hop.
Donc là, pareil, hein, j'utilise les perles de sucre que l'on a sur la boutique en ligne. Elles sont vraiment bien puisqu'en fait, à la cuisson, elles vont pas fondre parce que des fois, selon la qualité que vous prenez, en fait, ça peut des fois un petit peu fondre ou s'enfoncer dans la préparation. Et celles-ci, ben, pas du tout en fait. Elles sont vraiment géniales. Hop. Donc là, on parsème. Et là, maintenant, la petite astuce qui va aussi faire toute la différence au moment de la cuisson, c'est que là, on va l'intégrer dans un four à 170 degrés qui est déjà chaud. Et on va laisser déjà 25 minutes en cuisson. Au bout des 25 minutes, si vous voyez que vous avez des petites parties de vos chouquettes qui sont encore blanches ou claires, en fait, vous les laissez encore 1 à 2 minutes dedans. Puisque si vous n'avez pas une croûte suffisamment dorée qui est faite, ça va également retomber. Puisqu'en fait, vos choux vont se ramollir avec l'humidité de la pâte. Et donc, en fait, vont retomber à la cuisson. Donc ça, c'est finalement aussi très important. Hein, il faut faire bien attention à ça. Il ne faut pas les laisser trop longtemps non plus, donc si vous le mettez 25 minutes, ne prolongez pas tout de suite à 30 minutes, mais faites vraiment minute par minute parce que des fois ça peut aller très vite. Et si la coloration est des fois trop brune, on va dire, eh ben c'est dommage parce qu'ils vont avoir une croûte assez épaisse et pas forcément trop agréable en bouche. Hein. Donc là, je vous montre le résultat. Donc là, on va les mettre déjà pour 25 minutes. Hop. Hop, 25. Voilà. Et donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, à surveiller aux fonctions de la... Parce que finalement, plus vos choux vont être gros, plus ils vont avoir besoin de peut-être 1 ou 2 minutes de cuisson. Donc ça, c'est vraiment aussi et en fonction de votre four, hein, selon comment il chauffe. Hein. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Le replay sera bien évidemment disponible. N'hésitez pas à me faire un petit coucou, même si vous êtes en replay. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous souhaitez encore des renseignements sur la Borealia, B-Save ou Canofea et bénéficier du paiement en 10 fois sans frais, c'est uniquement jusqu'à ce soir. D'ailleurs, moi je pars en atelier ce soir, donc je serai disponible uniquement jusqu'à 17 h pour les dossiers de financement. Et bien évidemment, en fait, je vous explique tout par téléphone, hein, c'est absolument pas compliqué à faire. Et pour les personnes qui me demandent toujours les recettes Borealia, en fait, je les partage dans mon groupe WhatsApp avec mes clients de Borealia. Donc vraiment, c'est aussi un avantage que vous avez si vous souhaitez sauter le pas avec moi pour l'achat de votre Borealia. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée. Je vous montrerai le résultat de mes petites chouquettes cet après-midi. Et en attendant, je vous dis bonne journée et faites de belles recettes. Envoyez-moi vos réalisations puisque ça me fait toujours plaisir de voir aussi ce que vous refaites. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Bonne journée!